Vous vous apprêtez à écouter un podcast de Frank le Dédomiseur. Frank a démarré son podcast il y a plus de 3 ans. Si vous allez sur votre plateforme de podcast préférée, vous aurez accès à plus de 100 épisodes. Je vous suggère fortement de vous abonner à sa chaîne. C'est une machine, vous le savez, du contenu de philosophie extrêmement intéressant. Dans le fond, Hugo m'a contacté me disant qu'il y avait un livre intéressant qu'il a lu, parce que vous savez qu'on est comme un peu à l'époque où on fait des siestes puis on lit des livres. Donc, justement, on va aller rejoindre Hugo qui va me jaser un petit peu d'un livre qui l'a marqué dans les derniers temps dans sa vision des choses, qui a fait évoluer un peu sa manière de voir la société. Puis je trouvais ça intéressant qu'il vienne nous en parler. Comme ça, c'est pas tout le temps mes lectures puis mes affaires qu'on met de l'avant dans ce podcast-là. Fait que Hugo, salut. Oui, salut, ça va? Ça va, toi? Yes, oui, effectivement, j'ai lu un livre qui s'appelle On n'a pas les gouvernements qu'on mérite. Le timing était quand même relativement bon. Ouais. L'auteur, c'est ça, c'est un auteur qui s'appelle Jean-Luc Miguet. Ce livre-là, il m'avait été originalement, pas le livre, mais l'auteur m'avait été présenté par l'oncle à ma conjointe qui l'a eu comme professeur à l'ENAP. Là. Fait qu'au début, je partais un peu avec... OK, fait que lui, il était... l'oncle à ta blonde, il étudiait en administration publique dans le temps. Parce que j'ai vu qu'on viendra peut-être un peu après à sa biographie, mais j'ai vu que M. Miguet, il a genre pas loin de 90 ans. Là. Oui, c'est ça. Non, il est très âgé, parce que la personne que je te parle, il l'a eu au début des années 80 comme professeur. Fait qu'il était déjà PhD à ce moment-là. Fait que ça veut dire que c'est pas, effectivement, ça fit un peu avec l'âge que tu avais en tête. OK, puis dans le fond, c'est ça. Fait que lui, il t'a parlé de cet auteur-là, puis par toi-même, t'es tombé sur le livre ou il t'a aussi parlé de ce livre-là? En fait, il m'avait suggéré des livres qui ont été publiés au tournant des années 70. Je pense que c'était 19. Il y a un de ces livres qui est assez connu, dont le titre ne me revient pas rapidement comme ça. Mais je pense que c'est le Québec et l'État, ou est-ce que quelque chose du genre? Ouais, il y a le Québec d'aujourd'hui, je pense, que j'ai, 1971. Ouais, c'est ça, il avait écrit des livres, mais tu sais, qui étaient plus ou moins au goût du jour. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai cherché ce qu'il y avait de plus récent, puis j'ai réussi à le trouver. Fait que là, je voulais que ce soit juste plus applicable à ce qui se passe présentement. Puis un des premières affaires que je cherchais, c'est parce que même dans ton podcast, tu recommandais souvent des livres, mais c'est souvent écrit soit dans un contexte très européen ou bien très américain. Puis là, j'étais content d'avoir quelqu'un qui parle, mais qui nous donne des exemples de notre système de santé, nos fonctionnaires à nous autres, la façon que les impôts et la fiscalité fonctionnent ici. Exact. Puis dans le fond, est-ce que tu as un peu, quand tu as découvert le livre, quand tu as découvert l'auteur, l'oncle de ta blonde t'en avait parlé, mais est-ce que tu es allé fouiller un peu sur la vie du gars? Moi, j'ai tout le temps un peu cette manie-là. En fait, c'est un prof d'université dans le temps qui nous avait dit qu'on pouvait jamais vraiment comprendre ce qu'on lisait, si on ne savait pas un peu de où l'auteur écrivait, puis qui était l'auteur. Puis que souvent, c'était négligé. Là. Ça, quand tu lis un livre d'introduction à peu près à n'importe quelle discipline, maintenant, on va te dire « Ah, ben Newton, il a dit telle affaire », mais jamais on va t'expliquer c'était qui ce gars-là, puis qu'est-ce qu'il faisait, ou tu sais, une ou deux phrases au début. Mais finalement, quand tu me parlais de lui, je suis allé voir un peu sur Internet rapidement, puis tu m'en avais listé quelques points. Mais on voit que... moi, ça m'a surpris de savoir qu'un bonhomme qui a aujourd'hui 90 ans, donc qui est né dans les années 30, fait des études en économie, c'est The American University, dans le fond, à l'Université de Washington, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. L'Université de Washington. Puis en plus, c'est que le gars, il est fellow à l'Institut Fraser, qui est déjà quelque chose, un accomplissement. Mm-hmm. Puis il fait partie aussi de ce qu'il appelle la Société du Mont-Pèlerin. Ça, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans le cadre de ton podcast. Non, mais c'est drôle que tu parles de ça parce que quand j'ai fouillé sur lui, à un moment donné, ben là, évidemment, il y avait le lien avec l'Institut Fraser, l'Institut économique de Montréal. Quand j'ai cliqué là-dessus, j'ai vu justement, à un moment donné, ça parlait de la Société du Mont-Pèlerin, mais tu peux peut-être expliquer c'est quoi aux auditeurs. En fait, la Société du Mont-Pèlerin, c'est un club select d'économistes qui a été parti suite à une conférence d'économistes qu'il y a eu dans les années 40. Je t'avais donné l'exemple exact, je sais. Ouais, 47. En 47, il y a eu une conférence qui regroupait la plupart des gens de qui tu parlais dans le podcast, que ce soit Hayek,
Von Mises, Friedman, puis ces gars-là, puis ils ont fait suite à une conférence d'économie, ils sont comme partis à un think tank, un groupe entre eux autres, mais non pas là qui veut dans ce groupe-là. Là. C'est un groupe vraiment select d'économistes qui, quand les gens, par exemple, étudient une candidature pour les joindre, ben, il faut qu'il y ait des accomplissements, des publications, puis qu'il y ait aidé à l'évolution de l'avancement de l'économie. Puis là, on a un Québécois qu'on ne connaissait aucun des deux, puis il fait partie du club de Hayek, Von Mises et compagnie, ce qui est déjà un fait assez impressionnant. Ouais, c'est ça, c'est le CV du bonhomme qui m'a un peu impressionné quand j'ai non seulement, comme tu as dit, des livres qui remontent au début des années 70, puis même quand on fouille, je sais pas si ça t'a frappé un peu, mais quand on regarde le type de trucs qu'il publiait déjà dans les années 70 où il dénonce le monopole public de l'éducation en genre 79, où il parle de la société sclérosée en 1994. Donc lui, il parlait de des thématiques dont, par exemple, quelqu'un comme moi, je parle dans mes podcasts, dont quelqu'un comme Yann Sénéchal va souvent traiter. Mais lui, il parlait de ça il y a 30 ans, 40 ans. C'est C'est impressionnant ça quand qui m'a même. frappé. Ouais, c'est ça qui m'a frappé parce que moi, je croyais que justement que tu sais, les gens qui venaient de notre, tu sais, comme l'école d'administration publique à Québec, je croyais que d'emblée, ce serait des gens, justement, des défenseurs du modèle ou de l'État. Là. Puis je Mhm. me suis aperçu qu'il y a même la machine, des gens qui connaissent de façon intrinsèque la machine, mais ils peuvent quand même avoir la volonté ou proposer des idées qui permettent de casser ces moules-là. Là. Et lui, un de ses chevals de bataille, c'était beaucoup le réseau de la santé. Il y a beaucoup de publications, là, entre autres, sur l'Institut économique de Montréal, là, des blogs qui est écrit au début des années 2000. Là. Puis c'est des affaires, justement, des suggestions pour rajouter du privé en santé, puis des trucs comme ça, tu sais, qui n'étaient pas très populaires au début de 2000. Là. Tu sais, il était comme vraiment d'avance. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il me fait un peu penser à une espèce de Germain Belzile aussi, là, que tu dois sûrement connaître, qui était Oui, à l'Institut économique, qui je pense qui est encore à l'Institut économique de Montréal. Donc, c'est des gens en plus qui sont irréprochables parce que c'est pas du tout des gens qui sont tu sais, belliqueux, agressifs. Tu sais, c'est pas des polémistes, c'est des gens qui sont très académiques, très bien posés, tranquilles. Puis pour s'attaquer à eux, je veux dire, il faut souvent faire preuve de malhonnêteté, là, comme l'espèce de texte de Patrick Lagacé où il disait que Michel Kelly-Gagnon, c'était un complotiste, là, ou je sais pas quoi, là, qu'il y a eu il y a pas si longtemps. Là. Puis finalement, il avait répliqué. J'ai retrouvé un peu tout ça en préparant le podcast, ça me faisait rire. Je veux dire, ils s'attaquent à des gens comme s'ils sont inattaquables sur le plan un peu des idées, donc ils sont obligés d'inventer des affaires dans tout ça. Mais mettons qu'on revient à toi 2 secondes. L'oncle de ta blonde t'avait parlé de ça, mais dans le fond, si tu as parlé de ça, c'est sûrement parce que tu avais un intérêt un peu pour l'économie, ouais. pour les finances publiques. Donc, est-ce que ça a un lien avec ta formation professionnelle ou c'est un peu tout ça par hasard, par intérêt Ah, comme ça? c'est plus par intérêt général, là, je te dirais. Parce que, moi, je travaille dans un domaine qui est comme pas connexe à ça, mais je suis dans une grande entreprise, puis je travaille au niveau du data. Là. Fait que je suis comme un ingénieur de données, mais au Québec, on peut pas dire ça. Là. En fait, je suis analyste au niveau des données parce qu'au Québec, à cause de l'ordre des ingénieurs, on ne peut pas dire qu'on est ingénieur de données. Mais OK, je ouais. travaille, c'est ça, je travaille au niveau du data, mais j'ai toujours un intérêt pour justement essayer de trouver des solutions à partir d'une situation problématique tu sais, avec les données. Puis j'ai jasé de ce sujet-là avec lui qui a beaucoup d'expérience, justement, l'oncle à ma blonde, qui était gestionnaire dans le réseau de santé pendant des années, là, jusqu'à très haut cadre. OK. Puis c'est lui qui m'a montré sa thèse qu'il avait écrite pour ce professeur-là qu'il avait déposé. Puis là, j'ai vu le nom du professeur. Puis là, ça a déboulé de ça. Puis la raison pourquoi je t'en ai parlé à toi, c'est que toi, je t'ai connu à cause un peu de l'écosystème de Jeff Fillion, sans aller loin là-dedans. C'était mon voisin de bureau. Je travaillais chez Coveo, qui était dans la même bâtisse Ah que oui. Jeff Fillion, dans Oui, le oui, temps des oui. anciens bureaux de Réseau Pirate. On avait un mur mitoyen, puis je les entendais le parler. Là. Il y avait un gars qui s'appelait Nick dans le temps, puis Oui. j'entendais Nick crier après eux autres, tout ça, puis je croisais souvent, Yves Landry à la salle de bain, puis tout ça. Fait que je connais un peu leur écosystème, là, en se lavant les mains, hey, salut Yves. Je connais un peu leur affaire. Fait que toi, tu fais comme partie comme un greffon, un peu, tu fais Mhm. partie de ça. Fait que c'est pour ça que je te connais. C'est l'introduction. OK, OK, OK.
Ben, comment je pourrais dire ça? La famille s'est élargie avec le temps, je pense aussi. C'est ça qui arrive. Là. Au début, c'était des gens très proches de. En fait, c'était tous des gens qui étaient avec Choix, qui étaient avec Jeff à Choix dans le temps. Finalement, progressivement, il s'est greffé toutes sortes de monde en fonction des différents projets qu'il y a eu. Puis, bref, un peu les aléas du temps comme ça. OK, fait que toi, dans le fond, t'avais un intérêt un peu pour ça. Puis là, ben, tu t'es dit, ouais, lui, il parle pas mal de ces thématiques-là dans le podcast. Fait que ça va être. J'ai dit, moi, je voulais t'en faire parler. C'est comme un accident des choses que j'étais avec toi. Là. Mais c'est Ouais, correct, ouais. tu sais, dans le sens que je me suis dit, moi, je me suis dit, je vais faire lire ça à Frank, il va pouvoir en parler. Mais Mhm. là, c'est encore mieux. Là, je peux t'en parler moi-même, il n'y a aucun problème. Ben, c'est ça que je m'étais dit parce que souvent ça arrive. Puis c'est pas. Des fois, les gens, je sais pas s'ils le prennent bien ou mal, là, mais des fois, les gens ils m'envoient des suggestions. Ben, ils me disent, ah, tu devrais lire ça, ça ferait un bon podcast. Finalement, un an plus tard, je l'ai pas fait encore. Mais c'est parce que j'ai une pile tellement immense de sujets, puis de patentes, puis de livres commencés. Puis là, des fois, j'essaie de terminer quelque chose. Puis là, je me dis, ah, je vais faire un podcast là-dessus. Donc, des fois, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je manque de temps. Là. Veux pas, c'est pas ma vie à temps plein de faire ça. C'est un peu tout ça par temps perdu puis par loisir. Donc, quand je peux avoir des gens qui me font aussi découvrir du contenu, c'est tant mieux. Là. Donc, si on revient à Jean-Luc Miguet quelques instants. Donc, c'est ça, on a vu que le monsieur, ben c'est ça, c'était pas, je veux dire, c'est pas n'importe qui, Institut Fraser. Je vois dans le fond, dans sa biographie, c'est un gars de Saint-Jacques. C'est où ça exactement? Municipalité du Québec. Ok, ouais, c'est dans l'Anaudière, c'est pour ça que je connais pas ça. Donc, j'imagine qu'il a passé une partie de sa vie dans le monde anglophone, là, en jugé par les places où il est allé, là, l'université de Washington. Puis, il a même, ça dit qu'il était étudiant. Ah, ça doit être de là que ça vient, l'Institut Pèlerin, parce qu'on dit sur sa notice Wikipédia que il était à la London School of Economics, donc ça à Londres, mais ça, je pense que Jacques Parizeau est allé là aussi, là, tous les Oui, gros puis noms. André Boisclair. Puis, Ouais, ça va avec la. je sais pas si c'est Boisclair ou il y a aussi, je pense, Ossan ou quelque chose du genre, un matin Ossan, je crois qu'il est Ouais, allé c'est là ça. Ben, aussi. tu vois qu'avec le temps, la qualité s'est dégradée. Là. Je ne veux pas dire de mal de M. Hassan, mais je pense qu'à côté de ce monsieur-là et de Jacques Parizeau, on est peut-être une coupe de coche en bas. Là. Mais c'est ça, la London School of Economics, pour les gens qui ne le savent pas trop, c'est tous les gros noms dont tu as parlé dans la Société du Mont-Pèlerin ou Mont-Pèlerin, Société du Mont-Pèlerin, étaient là à la base. Là. Les Karl Popper de ce monde, Frédéric Hayek. Tous ces gros noms-là sont passés à un moment donné par la London School of Economics. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un peu tout ce qui est pensé, je dirais libéral ou néolibéral était là. Tu avais l'école autrichienne, puis tu avais la London School of Economics où tous les défenseurs de la liberté au sens large. Là. J'ai déjà parlé de Popper qui avait écrit son livre La société libre et ses ennemis. Hayek, dans le fond, sont presque tous passés par là. Donc, ça ne me surprend pas vraiment qu'ils tiennent ce type de discours-là. Puis on voit, c'est ça qu'il y a vraiment plusieurs publications. Puis j'ai essayé de retrouver il y a un livre aussi qui date de 1999. J'ai essayé de retrouver, voir sur Internet s'il y avait des traces de ça, mais il est épuisé à la publication, qui s'appelle Étatisme et déclin du Québec, qui est en partenariat, je pense, avec l'Institut économique de Montréal. Juste le titre, ça avait l'air intéressant, mais c'est quand même incroyable que ce bonhomme-là ait écrit ça il y a plus de 20 ans. Là. Oui, puis tu vois vraiment ça, même au début des années 80, ben, il y avait des articles qui a collaboré, ou même dans les années 70, qui parlaient justement déjà du réseau de la santé, déjà de la lourdeur administrative. C'est vraiment quelqu'un qui est un précurseur, parce que dans ce temps-là, justement, le syndicalisme est encore hyper présent, et c'était pas des sujets vraiment sexy là, de parler de réduire l'État là, en 78. Là, tu sais. Mais justement, si on rentre un peu plus dans le détail du bouquin, un des points les plus importants, ou en tout cas dans ce que toi, tu sembles avoir retenu de ce livre-là, c'est un peu sa vision de l'État en général, ou disons de l'étatisme. Puis on aura peut-être un petit audio après pour donner un peu de matière. Puis en même temps, c'est tout le temps le fun d'entendre la voix aussi de ceux dont on parle. Donc, c'est ça. Si on prend le livre comme plus globalement, tu me disais qu'il y avait une partie un peu plus théorique avec des chiffres, des graphiques, là, puis que ça, En fait, il se trouve à couvrir l'ensemble du spectre
de tous les sujets. Fait que il parle, il commence à parler vraiment au niveau de le rôle de l'État comme globalement. Il parle du réseau de la santé, il parle de la vision de l'État pour le citoyen, puis tout ça, les votants. Après ça, il parle de la fiscalité, des régulations. Fait que ce que j'ai trouvé, c'est, premièrement, je crois que c'est à cause de ça qu'il n'est pas très connu du public, du grand public, c'est que ce monsieur-là, c'était pas nécessairement. Ça aurait pu facilement faire 6 livres ou 7 livres, là, le contenu qui est condensé là-dedans. Puis, il perd pas de temps, il est toujours. Tu peux pas sauter une page ou avoir compris un peu le concept. C'est vraiment, il va de façon très détaillée dans l'ensemble des sujets qu'il couvre, là, que ce soit. Il passe vraiment du début, puis quand il dit qu'on n'a pas les gouvernements qu'on mérite dans son titre, c'est plus, justement, il explique, même peut-être un extrait audio que ça va faire jouer plus tard, on voit que son intention, lui, ce qu'il veut essayer de passer comme message, c'est qu'on vit dans une société, qu'on pense finalement que le gouvernement, c'est comme une entité qui est là pour notre bien, puis il va toujours faire du bien. C'est comme la finalité, puis que toutes les actions du gouvernement, ben c'est pour ton bien, donc c'est correct. Là, puis lui, il débunk ça quasiment dans 3-4 premières pages, là, il défait ça complètement. Oui, c'est ça que tu disais dans les points que tu avais retenus. Tu dis l'auteur détruit la pensée qui voudrait que l'État soit investi d'un pouvoir qui lui permettrait d'offrir gratuitement des services sans contrepartie du côté des coûts. Donc, ouais, dans le fond, c'est vraiment. C'est mettre de la. C'est retirer justement l'espèce d'aura angélique qu'on a autour de notre vision de l'État, du gouvernement, puis de tout l'appareil qui est là alentour de ce qu'on appelle souvent, par commodité de langage, la fameuse machine. Donc, puis juste après ça, on fera entendre une partie de l'audio. Si on résume un peu, c'est quoi finalement, lui, sa vision de l'État? Est-ce que c'est un libéral classique, là, au sens où c'est un gars qui s'accommode du gouvernement, mais tant que ça s'occupe de l'armée, la monnaie, puis ce genre de choses-là, ou c'est quelqu'un qui est, disons, une espèce qui est plus social-démocrate, mais désabusé des dérives de la société, ou c'est vraiment plus dans le style Hayek, quelqu'un qui, finalement, l'État, bon, peut-être pas Hayek, mais qui est plus dans le style genre Murray Rothbard, les libertariens américains, que finalement... Ouais, moi, je le vois plus comme ça. Moi, je le voyais plus comme quelqu'un qui est vraiment libertarien, parce que pour lui, toute intervention de l'État me semble, tu sais, lui essaie de justement retirer l'État de plus... Parce que sa prémisse, c'est toujours de dire, c'est plein de bonnes intentions, mais les résultats sont comme pas là. Fait que, tu sais, lui arrive, mettons, il donnait des exemples, tu sais, il parle de l'accès à l'information pour prendre des décisions. Il dit dans son livre, il dit que c'est impossible pour un planificateur central d'avoir assez d'informations pour prendre des décisions rationnelles. Puis là, ça, à la base, c'est que c'est bien beau dire le gouvernement veut faire le bien. Mais lui, il donnait l'exemple de le ministère de la Santé ne peut pas savoir comment tel hôpital a besoin d'infirmières ou a besoin de tel nombre d'appareils de résonance magnétique. Pourtant, ben, c'est ce planificateur central-là qui prend ces décisions-là. Fait qu'à la base, à cause du fait qu'il y a des spécificités à chaque sujet sur lequel le gouvernement décide des choses, ben, ils sont comme voués à l'échec parce qu'ils ne sont pas capables d'acquérir assez d'informations pour prendre vraiment des décisions qui vont être vraiment correctes sur le plancher. Fait que leur intervention va toujours être incorrecte ou en tout cas, ça va toujours coûter plus cher que qu'est-ce que ça rapporte parce que ça va être mal planifié puis mal adapté aux besoins. Ben, ça me fait penser un peu à... J'en parle ça à un moment donné dans mon livre là, d'un économiste américain qui s'appelle Walt Whitman Rostow. Puis Rostow qui est Rostow, ça dépend comment on le prononce. Là, lui, il a été conseiller de différents présidents. Puis fin des années 50, si ma mémoire est bonne, il écrit un livre qui s'appelle Les étapes de la croissance économique, dans lequel il parle. Il commence en disant que quand il a étudié l'URSS, il était surpris de voir à quel point l'URSS, c'était une place qui faisait quand même beaucoup de croissance économique. T'sais, il affichait des taux de 5, 6, 7, 8% de croissance par année. Puis là, il disait, mais comment ça se fait qu'ils sont pauvres comme ça en ayant une économie qui roule avec une croissance comme il semble l'avoir. Finalement, quand tu vas étudier dans le détail, puis là, aujourd'hui, c'est des trucs qu'on sait, mais on se rapporte aux années 50 quand même. Quand il a commencé à étudier ça, il s'est rendu compte que vu que le système soviétique était
planifié centralement, pour reprendre avec le point qu'amène Miguel dans cette histoire-là. La croissance était très inégale, c'est-à-dire qu'il y avait des domaines où il n'y avait aucune croissance, même il y avait de la décroissance, c'était sous-investi, sous-développé, et il y avait d'autres domaines, par exemple comme l'exploration spatiale, où il y avait une croissance énorme parce qu'ils mettaient tout le cash là-dedans pour finalement faire compétition aux Américains. Fait que dans certains domaines, il était quand même, si on veut, performant, dans le sens qu'il mettait tout le cash là-dedans. Puis dans d'autres, par exemple, il donnait des exemples. Ben, si on regarde l'état de l'habitation en URSS, tous les loyers sont tout croches, les bâtiments sont brisés, les gens vivent dans des taudis, mais ils construisent, mettons, des piscines olympiques dans certaines villes pour montrer comment l'URSS, c'est beau, c'est grand. Puis, tu sais, il y avait... Fait que la vision planifiée centralement, où le gouvernement décide qu'est-ce qui va être en croissance, qu'est-ce qui ne sera pas, finalement, ça amène un peu une espèce de désastre économique, même si officiellement, tu montres les chiffres, tu te dis, bah oui, mais regarde, il y a 7% de croissance cette année en URSS, puis probablement qu'en Chine, ça ressemble aussi à ça, là, aujourd'hui. Là. C'est ça, puis lui, il applique pas juste ça, mettons, à la croissance économique, il applique ça aussi au concept de faire le bien, dans le sens, Ouais. pas juste démontrer la croissance, mais il utilisait une citation de Auguste Comte, il disait la bonté générale indique davantage la haine des riches que l'amour des pauvres. Là. Puis là, dans son livre, il dit que l'État, instrument de solidarité, sert le plus souvent de rationalisation à l'emprise de l'État sur la vie sociale, tout comme les défenseurs du modèle social français prétendent que cette forme de charité avec l'argent des autres reflète leur générosité plus grande que celle des anglo-saxons individualistes et calculateurs. Tu vois, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est toujours avec un. Il est toujours tu vois que sa trame narrative, c'est toujours de on pense qu'on est bien, on pense qu'on est meilleur que les autres parce qu'on fait des investissements via le gouvernement ou on fait des affaires. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que quand on regarde ça froidement, il dit c'est pas vrai, parce qu'il dit les Québécois, ça fait les gens qui sont les moins généreux au niveau des charités et des affaires de même par rapport justement aux contreparties qui sont supposément froids et calculateurs, comme il dit. Les Anglais, supposément que les autres sont moins généreux parce qu'ils ont moins de programmes, tout ça, mais en bout de ligne, c'est des gens qui ils appellent ça, dans son terme, la compassion avec l'argent des autres. C'est vraiment ça. C'est facile d'aller donner de l'argent parce que c'est le gouvernement qui fait ça, mais tu sais, tu vois que lui, il a vraiment une vision plus libertarienne au sens qu'il veut vraiment, mais parce que les libertariens, pour vrai, c'est pas des gens, c'est des gens qui vont justement souvent beaucoup croire à l'individu, que l'individu va pouvoir en faire des dons comme ça. De faire de charité puis contribuer à des organismes de leur propre chef au lieu de leur enlever leur argent puis toi la donner. Oui, mais la preuve un peu de tout ça, c'est qu'avant que le gouvernement commence à se mêler de tout, il y en avait des écoles, il y en avait des soupes populaires, il y en avait des trucs de Saint-Vincent-de-Paul, puis beaucoup en lien avec la religion. On me dira si c'est vrai. Mais l'idée, par exemple, moi, je sais pas, mes grands-parents, ils allaient faire du bénévolat pour aider les pauvres, puis c'est pas le gouvernement qui leur a demandé de le faire, ils le faisaient en leur âme et conscience. Puis ces structures sociales-là pourraient exister sans être, en tout cas au moins, gérées par le haut, par le gouvernement. On va écouter un premier bout du... j'espère que tu vas entendre comme il faut, mais on va écouter un premier bout du vidéo de Jean-Luc Miguel. Si jamais t'entends pas, tu me feras signe. Le gouvernement, contrairement à la perception qu'on colporte chez nous, là, on vit dans une culture étatiste. Nous, au Québec, là, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on est tellement pénétré de cette perspective qu'on la pense naturelle. Mais en réalité, c'est une culture étatiste, c'est-à-dire qui perçoit naïvement l'État comme l'instrument pour maximiser le bien commun. En d'autres termes, là, comme si l'inspiration... Mais ça, c'est une vision, c'est une vue purement... comment dirais-je, là, c'est une vision parfaitement angélique de l'État. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements réels. Puis surtout, c'est que ça n'a rien... Pourquoi est-ce qu'on croit que nos gouvernements, fussent-ils démocratiques, ce qui est déjà un avantage quand même, maximiseraient le bien commun? Les gouvernements ne font rien de ça. Les gouvernements, ils obéissent aux règles du jeu qui les régissent. C'est-à-dire, puis qu'est-ce que c'est les règles du jeu? C'est le processus électoral. C'est ça, sa vertu, justement. Bon.
Or, qu'est-ce que ça prédit, ça? Ça prédit que, d'abord, souvent, on assistera à ce qu'on appelle la dictature de la majorité. Ça veut dire que comme la règle du jeu première, pas la seule, mais la règle du jeu première de la politique, c'est la majorité, ça veut dire qu'un gouvernement qui sait gagner des élections va d'abord viser à privilégier la majorité. Alors, la majorité fait des revenus, disons, faibles relativement à la moyenne. Ça veut dire que les politiques auront pour objet unique de redistribuer la richesse en faveur de cette majorité-là, non pas de maximiser la richesse, non pas d'augmenter la croissance. D'être efficace, ce n'est pas une considération importante pour un gouvernement. Sa première considération, c'est de redistribuer la richesse à ceux qui l'élisent, c'est-à-dire la majorité. Or ça, dans les faits, c'est comme ça qu'on explique les régimes universels. Hein. C'est comme ça qu'on explique l'espèce de prédilection là, que même qu'une majorité, je dis bien, affiche vis-à-vis les monopoles publics de la santé, les monopoles publics de l'éducation, parce que c'est pas de la compassion, c'est pas le souci de partager la richesse qui inspire cette position-là. C'est que la majorité veut se faire payer des services par la minorité qui fait un revenu un peu plus élevé que le sien. C'est ça que... Donc, c'est quasiment dur à arrêter hein, comme audio parce qu'il est tellement... comme tu dis, j'imagine que dans son livre, ça se reflète un peu. C'est point après point après point, puis il nous laisse pas de break, là, finalement, Monsieur Miguet. Mais dans son audio, il dit plusieurs affaires. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on pense que l'État est là pour faire notre bien? Je sais pas s'il parle de ça dans une bonne partie du livre. Oui, effectivement. Là, c'est que, en fait, quand il parle de pourquoi on pense ça, ça vient beaucoup... en fait, c'est la manière, je pense que, si j'ai bien compris l'essence de son propos, c'est la manière que l'État communique auprès de la population. Tu sais, c'est la trame narrative, mais utilisée quand le gouvernement met en place certaines mesures, la manière qu'ils expliquent, c'est toujours de manière, c'est pour votre bien qu'on fait ça, c'est dans le but d'améliorer telle ou telle chose, tout ça. Mm-hmm. Puis, si on comprend bien ce que lui parle, lui, ce qu'il dit, c'est vraiment pratiquement uniquement électoraliste. C'est fait dans le but de plaire à celui qui a mis le gouvernement en place. Ouais, il dit même que, il dit même que c'est une mécanique. Là. En fait, il dit presque que c'est la manière dont se comporte le gouvernement, c'est pas inévitable, mais c'est pour ça que c'est très fataliste. C'est vraiment comme une finalité. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que le titre du livre aussi m'a intrigué. Là. Nous n'avons pas les gouvernements qu'on mérite. Parce qu'à première vue, quand tu écoutes ce qu'il dit, tu te dis peut-être bien que c'est ce qu'on mérite finalement parce que le système est fait comme ça. Puis au bout du compte, le gouvernement, son but, c'est de plaire à la majorité qui va l'élire. Puis au bout du compte, c'est pour ça qu'il se comporte comme il se comporte. Et est-ce qu'il amène dans son discours l'élément où on pourrait dire que le gouvernement a, en tout cas c'est vrai au moins au Québec, parce que finalement, cette vision-là un peu angélique du gouvernement nous rapporte beaucoup à notre passé, je dirais judéo-chrétien, là, où la bonne Église qui est là, les Français sont partis, ils nous ont abandonnés, et la Sainte Église qui est là, le bon curé qui est là, ce sont eux qui nous apprennent et qui nous amènent dans le droit chemin pour nous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment est-ce qu'on doit, c'est eux qui éduquent les enfants à l'école, c'est eux qui font ci, c'est eux qui font ça. Finalement, quand l'État a pris leur place, finalement, on s'est peut-être pas nécessairement débarrassé du côté où on avait une vision un peu angélique là, de tout ça, finalement, où l'État remplace la religion. C'est sûr que lui, dans ce que j'ai lu dans le livre, il n'explique pas vraiment comme ça. Il ne va pas avec une explication pour dire d'où vient cette espèce de sentiment-là qu'on a. Il aborde cette transition-là qu'il y a eu lorsqu'il parle des régulations qu'il y a eu, tout l'ensemble de règles qui nous régissent, que ce soit la CSST, les lois sur l'environnement, puis il en cite un paquet d'affaires dans même, puis là, il revient avec ça, puis il dit, il rappelle qu'au tournant là, des années... en fait, il dit à la moitié du dernier siècle, là, finalement, fait qu'on peut dire que c'est peut-être au tournant des années 50 ou quelque chose du genre. Mm-hmm. Il dit que il se trouve à dire qu'il y avait
les citoyens étaient très libres de choix, que ce soit de. En fait, l'espèce de liberté pure là, qu'on cherche présentement et qu'on veut avoir, ben, il l'avait à ce moment-là. Il y avait la liberté de choix de où tu habites, qu'est-ce que tu fais avec ton argent, où tu fais éduquer tes enfants, comment tu te fais soigner, et toutes ces choses-là. Puis aussi toutes les autres affaires de qu'est-ce que je fais avec mon entreprise, quelle grosseur qu'elle a, j'engage combien de personnes, toutes ces choses-là. Ben, il disait que justement, au tournage cette année, il n'y avait aucune de ces normes-là, puis que les gens, justement, mettaient en place qu'est-ce qu'ils avaient besoin eux-mêmes. Tu en as parlé un peu tantôt. Là, on était quand même éduqués, puis on était quand même soignés. Il n'y avait pas aucun des services de l'État-providence actuel. Fait qu'il explique ça. Puis il explique que justement, suite à ça, ben là, on s'est monté un gros système de régulation par-dessus ça qui est rendu qui étouffe un peu toute initiative. Ouais, ben finalement, c'est un peu aussi la thèse de. Je sais pas si tu connais Vincent Geloso, mais Vincent Geloso, qui est un autre économiste qu'on trouve assez facilement là, quand on est alentour de Fraser, IADM, etc. Et lui, il a écrit un livre sur justement ce qu'on appelle la grande noirceur, dans lequel il expliquait que la période du Plessis, qu'on appelle la grande noirceur, tout en réalité, c'est un mythe qui a été construit en grande majorité ou en grande part par les gens qui ont fait ce qu'on appelle la Révolution tranquille pour camoufler que finalement, à peu près tout ce qui a été fait dans la Révolution tranquille, ça a été amorcé par Duplessis. Donc, la construction des grands barrages, par exemple, dans le nord du Québec, ça a été commencé par l'Union nationale dans les années 50, avant que la gang de Jean Lesage et de René Lévesque arrive, et que finalement, l'espèce de mythe, c'est que c'était vraiment un mythe selon lequel le Québec est dans une espèce d'âge, de Moyen-Âge obscurantiste, où il y a des curés partout qui te disent quoi faire, puis avec qui aller à MS, puis un gouvernement qui est justement très arriéré. Puis finalement, tout ça, c'est un peu un mythe qui en cache un autre ou qui cache une réalité qui est celle que finalement, le début de la fin pour la liberté individuelle, ça a été la création de l'État-providence, où justement, on amène ce dont lui il parle, la régulation excessive, où tout finalement. On a même les gens dans le langage populaire en blague. Là, aujourd'hui, ça prend un permis pour faire n'importe quoi, un permis pour conduire une chaloupe, un permis pour. Et puis finalement, c'est ça dont. C'est ça dont il parle, puis c'est ça dont M. Miguet parle aussi dans son affaire. Là. C'est ça, puis il parle justement, il donnait un exemple là, il parle toutes les règles, il parlait justement des règles au niveau de l'emploi. Là. Il disait un employeur, disons, qui déciderait de ne pas engager de femmes ou de ne pas engager de gens de communauté culturelle ou peu importe, ben c'était à quelque part, il se prive de gens premièrement, qui sont disponibles pour travailler. Puis tu sais pas, peut-être par la bande, il y aurait soit peut-être demandé moins cher ou il y aurait eu d'autres expertises que tu n'avais pas. Si toi, de ton propre chef, tu décides de ne pas engager du monde qui est issu de telle communauté ou telle affaire, ben toi-même, tu te prives. Fait que tu n'as pas besoin de rajouter des règles à quelqu'un. Il va finir, puis au niveau des clients aussi, ça va finir. Il y a un balancier qui est supposé se faire tout seul en économie, puis qui est vraiment défendu par les libertariens. Puis lui, on voit vraiment qu'il est de cette école-là.